Bonjour à tous, donc et bienvenue à cette, nouvelle journée du congrès SFSE et à cette, session de des Du dialogue entre les parties prenantes. et donc bienvenue à cette table ronde, cette première table ronde intitulée «Quelle connexion entre les dispositifs qui viennent de vous être présentés et les organes décisionnaires, sortir de la phase de sidération en temps de crise?» Donc pour cette, table ronde, nous aurons 3 intervenants. Monsieur Sylvain Chaumette de la cellule d'appui aux situations d'urgence, monsieur Stéphane Costaglioli, de la, directeur alerte et crise à Santé publique France et monsieur Hirschi, commandant de l'organisation de protection civile des montagnes neuchâteloises. Donc, dans l'intervention de Madame Coll, elle nous a présenté l'organisation de crise en présentant notamment, qu'elle était basée sur des centres opérationnels permanents et donc un de ces permanents est la cellule d'annonce et donc monsieur Chaumette, vous êtes, diplômé de l'École nationale supérieure, d'ingénieurs de génie chimique. Vous avez exercé dans le domaine de la chimie, du pétrole et de la pétrochimie avant d'intégrer, l'INERIS en 2002 et puis de prendre, depuis 2020 donc la responsabilité de cette cellule d'appui aux situations d'urgence et vous allez, nous parler justement de cette cellule, nous présenter cette cellule et peut-être, exemples d'intervention de cette cellule. Je vous laisse la parole. Donc bonjour, j'espère que vous m'entendez. Donc normalement, il y a des quelques transparents qui présentent un peu les choses. Donc je vais vous présenter la cellule d'appui aux situations d'urgence et puis, de façon très succincte aussi, notre implication dans les processus, décisionnels, en cas de crise, en cas d'urgence. Donc, hop, donc en 2 points, je vais en parler. Donc, si je dois résumer la CASU en une seule phrase, finalement, c'est une cellule qui, fonctionne H24, 7 jours sur 7, donc non-stop. Elle vise à fournir, aux décideurs en cas d'accident industriel, et donc en situation d'urgence, des informations, scientifiques et techniques qui permettent de faciliter la prise de décision. Ce qui est important, c'est que nous, on intervient à distance uniquement, ne serait-ce que parce que la cinétique de ce type d'accident est suffisamment importante et rapide pour qu'on ne puisse pas, nous, nous déplacer. Ensuite, nos compétences sont associées aux problématiques liées au caractère technologique, donc plutôt à installation industrielle, transport de matières dangereuses, et sur des problématiques liées aux substances, aux réactions chimiques, principalement les problématiques d'explosion, d'incendie, de risques toxiques. Et par contre, nous ne travaillons pas sur les aspects, radiologiques ou les aspects, biologiques. Voilà, assez rapidement, la présentation de la CASU. Quelques informations sur, notre domaine d'intervention, plus spécifiquement. Donc nous, on va, fournir des informations sur les dangers associés aux produits, soit mis en jeu, soit issus d'une réaction chimique ou d'un incendie. On va, fournir des informations sur les risques potentiels, les dangers potentiels liés soit par l'accidentologie, soit parce qu'on est capable de faire nous, nos propres analyses de risque en interne par rapport à la situation qui nous est racontée. Nous sommes à même de fournir des éléments sur principalement les distances d'effet que peuvent avoir les scénarios en cours sur les populations ou sur l'environnement. Heu, Nous sommes capables aussi de savoir, si, telle ou telle façon, d'intervenir est cohérente avec les produits mis en jeu. Par exemple, certains produits, heu, ne supportent pas d'être arrosés, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en cas d'arrosage à l'eau, ils peuvent, générer des réactions assez violentes. Donc là, on fournit ce genre d'informations, aux services de secours, quand ils ne les ont pas déjà par ailleurs. Et puis, sur les problématiques liées aux impacts sur le long terme, donc les accidents qui peuvent, entraîner des dépôts, sur le sol et qui peuvent avoir un impact sur le long terme, type, ce qu'on a pu connaître sur Lubrizol. Là, nous sommes capables de fournir des éléments rapidement concernant les prélèvements environnementaux à réaliser, dans la phase d'urgence et tout de suite après la phase d'urgence pour que les services publics puissent, mettre en place les prélèvements nécessaires pour savoir où en est la situation. Voilà, globalement, en quelques mots, ce que le et de façon très succincte, le périmètre de la cellule d'appui aux stations d'urgence. Quelques exemples pour mettre un peu en pratique ce que nous faisons nous, à la cellule d'appui aux stations d'urgence. Voilà un exemple classique, c'est un accident, de camion TMD, hein, sur la route.
Bon, il y a un produit qui est dedans. Donc là, il se trouve que là, c'est un produit comme un autre, c'est du phénol, par exemple, mais peu importe le produit. Les premières questions qu'on va nous poser, finalement, c'est quoi le produit? Quelles sont potentiellement ses caractéristiques physico-chimiques au besoin? Et quel est le danger associé à ces substances? Est-ce qu'ils sont toxiques? Est-ce que c'est inflammable? Est-ce que c'est explosif? Dans ce cas particulier, on nous a posé des questions sur le retour d'expérience sur des cas similaires, c'est parce qu'on avait connaissance de cas similaires. Et puis, on nous a posé des questions sur les préconisations de sécurité à mettre en place pour dépoter le contenu du camion et éviter un suraccident. Voilà. Donc typiquement, il y a nous, on répond sur ce genre de situation. Le troisième point assez particulier qui concerne l'intervention, proprement parlée sur un camion accidenté pour un certain nombre de raisons, notamment le fait qu'on n'est pas sur place, mais aussi parce qu'on n'a pas d'experts en métallurgie chez nous. C'est pas nous qui appuyons les pouvoirs publics sur le sujet, mais on renvoie en général à un réseau qui s'appelle le réseau Transet, qui est un réseau d'industriels qui est compétent dans le domaine des accidents de transport de matières dangereuses sur le territoire français. Donc nous avons un réseau de partenaires aussi pour être capable de répondre à un domaine plus large que celui pour lequel on est missionné. Autre exemple qui est assez classique dans l'industrie, c'est donc là, c'est typiquement le cas d'un incendie. Un incendie a lieu, il y a des cuves qui sont à proximité, qui sont impactées par l'incendie, qui génèrent des fuites de produits. Et il se trouve que vous avez deux produits chimiques qui sont incompatibles, c'est-à-dire que lorsque vous les mettez l'un avec l'autre, ça génère une jolie réaction chimique qui va produire potentiellement une explosion ou le dégagement de produits toxiques, selon les produits qui sont mis en jeu. Donc là, les questions habituelles qu'on peut avoir, c'est quoi les dangers de chacun des produits? C'est quoi le danger potentiel de mettre en contact ces deux produits-là? Quand on sait que potentiellement il y a un impact, notamment ici dans le cas particulier, c'était un impact toxique, et ben on va nous poser la question, quelles sont a priori les distances d'effet du nuage toxique qui peut être engendré par ce phénomène? Et puis autre question régulière, c'est quelles mesures on peut prendre en compte pour traiter les produits? Typiquement, est-ce qu'il y a des neutralisants qui existent, des agents chimiques qu'on peut rajouter pour limiter les conséquences? Donc c'est typiquement des questions qu'on nous pose régulièrement. Et un troisième exemple pour un peu clore un peu les choses, un exemple qui a duré longtemps. On peut avoir des impacts, enfin la casu peut avoir un appui sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Quand on a un accident qui est en cours, mais où la situation elle est pas complètement sous contrôle et qu'il faut suivre la situation de près et que les services publics suivent la situation de près pendant pas mal de temps. Là, il s'agit d'un accident qui a eu lieu en début de 2020, juste avant le Covid, enfin, le confinement. Donc là, globalement, c'est une péniche qui contenait du chlorure de vinyle, produit inflammable mais aussi toxique sur le long terme à très faible dose, qui s'est encastré dans une porte d'écluse. En fait, c'est la porte d'écluse qui était défaillante, donc la péniche qui était embarquée. Pas de bol, l'appontement a été arraché en partie. Et donc, du coup, on avait des micro-fuites de chlorure de vinyle et puis une vraie question sur une ouverture complète de la péniche avec un fort dégagement de chlorure de vinyle. Tout ça à proximité de bateaux qui passent, à proximité d'habitations qui n'étaient pas très très loin. Donc les questions, forcément, ça a été, comme je vous dis, H24, 7 jours sur 7, ça a été au milieu de la nuit, on nous a appelés pour nous poser la question, c'est quoi les risques associés les dangers associés au chlorure de vinyle? Donc, grosso modo inflammable, toxique. Puis le lendemain, les inspections classées nous a questionné pour savoir quels étaient les risques potentiels de cette situation-là. Donc on a identifié avec eux on va dire les scénarios on va dire les pires qui puissent arriver. Donc la rupture de une ou plusieurs cuves de de chlorure de vinyle avec un dégagement de produits qui pouvaient être fortement inflammables et explosibles. Et puis, à l'issue de ces réflexions-là, on a fait une première série de modélisations de distance d'effet thermique et de surpression, puisque la problématique, c'est l'explosion et le thermique, en tout cas en urgence rapide, absolue. Et puis, on nous a posé des questions tout du long pendant 8 jours, en fonction soit des modifications de la météo, puisque la météo a un impact sur la dispersion des nuages, qu'ils soient inflammables, toxiques ou explosibles, ou selon les modifications de situation, c'est-à-dire des situations qui évoluent et donc un scénario qui évolue aussi au fil du temps. Et tout ça en lien aussi avec ce que faisaient les pompiers sur place, puisque les pompiers ont aussi des experts chimiques qui faisaient des modélisations aussi de différents types d'effets. Donc voilà globalement le type de questions que peut avoir la CASU et notre périmètre d'intervention. Et pour finir ma présentation, j'ai fait une petite slide qui explique un peu comment on fonctionne et surtout derrière ce que ça engendre en termes de lien avec les pouvoirs publics. Donc déjà, nous, ce sont les pouvoirs publics qui nous appellent en cas d'accident et qui nous posent des questions.
qui nous posent des questions par rapport à une situation qu'on nous raconte, hein, puisqu'on n'est pas sur place. Et par rapport à la situation qu'on nous raconte, aux questions qu'on nous pose, nous, on est amené aussi à poser des questions pour avoir plus d'informations. Et puis nous, on réfléchit en interne pour répondre à la question et on revient finalement au bout d'un moment pour fournir la réponse au demandeur qui peut avoir des questions complémentaires ou nous, on peut faire évoluer notre réponse par rapport aux différences de situations qu'on peut avoir par rapport à ça. Les demandeurs, principalement au niveau français chez nous, c'est le préfet en général, hein, quand il y a un accident d'ampleur. Parce que les accidents qui dépassent un département, ça reste relativement rare sur les problématiques chimiques, hein. On n'est pas dans le nucléaire où ça peut générer plusieurs départements. On a rarement le ministère en face, par exemple. Et, ça peut être soit la sécurité civile d'un côté, donc les pompiers, grosso modo, avec leurs experts, ou directement les personnes qui sont au contact de l'événement. Et ça peut être l'installation des installations classées, donc les DREAL ou DREAT ou DEAL, soit au niveau départemental, soit au niveau régional, au niveau du pôle risque, qui peuvent amener à nous faire des demandes. Et puis, donc, la CASU, comme je disais tout à l'heure, ce qu'elle fournit, c'est des informations scientifiques et techniques qu'on fournit sur la base des données transmises par le demandeur. De temps en temps, on a des informations, des images, des vidéos, mais globalement, on est quand même relativement éloigné de ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est important, hein, pour la partie suivante qui décide quoi et sur quelle base. Et puis, nous, en aucun cas, on dit ce que le gestionnaire du risque doit réaliser. Nous, on donne des informations techniques qui lui permettent, a priori, de prendre des décisions, mais ce n'est pas nous qui définissons quelle définition il doit prendre. Un des exemples, si on donne une distance d'effet toxique sur les populations où on peut avoir de la mortalité, nous, on va donner la distance d'effet toxique. Il ne nous appartient pas de savoir si on confine, si on évacue ou si on fait quoi que ce soit d'autre auprès de ces populations qui sont présentes localement. Voilà en quelques transparents la présentation que je peux vous faire à la fois du périmètre d'action de la CASU avec quelques exemples et à la fois aussi de comment on interagit avec les pouvoirs publics, nous, au niveau de la CASU. Merci Monsieur Chaumette. Alors je précise pour les personnes qui sont connectées à cette table. Posez vos questions. Moi j'ai une question. Donc vous avez présenté comment se fait la coordination et vous avez indiqué que vous aviez des réseaux de partenaires, mais je suppose que ces réseaux de partenaires ne... Ah, je vous entends plus là. Ah, je crois qu'on a perdu l'animatrice. Oui, alors France, si tu nous entends, tu es resté bloqué, essaie de recharger ta page, pour voir si ça change quelque chose. Et si France ne se reconnecte pas, peut-être qu'on pourra prendre les questions un peu plus tard et passer la... Sauf si vous aviez déjà vu ensemble peut-être la question. Non, je ne sais pas trop où elle allait, donc du coup, je suis sûr que j'ai la réponse, mais comme je n'ai pas la question complètement, ça va être compliqué. Écoutez, dans ce cas-là, je vais passer la parole à Monsieur Costaglioli. Très bien, bonjour à tous. Donc quelques mots de présentation pour ce qui me concerne. Donc Stéphane Cossioli, comme notre animatrice vous l'a indiqué, je suis directeur de la direction Alerte Crise à Santé publique France. J'ai rejoint mes fonctions, j'ai pris mes fonctions au mois de mai dernier, donc assez récent dans la structure. Je n'ai absolument pas un profil santé, puisque je suis issu d'abord du ministère des Finances, puis du ministère de l'Intérieur. J'ai exercé au cours des dernières années des fonctions de sous-préfet en administration territoriale et juste avant d'aller à Santé publique France, en administration centrale au ministère de l'Intérieur. Avant de vous dire un petit peu comment on sort de la phase de sidération en temps de crise et en essayant de m'appuyer sur des expériences que j'ai pu vivre en administration territoriale ou dans mes fonctions actuelles, je souhaite revenir avec vous sur le rôle de Santé publique France dans une crise santé-environnement, à l'instar de ce qu'a fait Sylvain Chaumette pour vous présenter un petit peu notre organisation et notre apport. Santé publique France est un établissement public national qui est placé sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé. C'est un établissement public national, mais qui a des capteurs régionaux, si je peux utiliser cette expression-là,
puisque nous avons des cellules régionales composées essentiellement d'épidémiologistes qui sont basées auprès de chacune des agences régionales de santé. Donc, on a cette capacité à avoir des retours terrain qui peuvent être toujours intéressants dans le cadre d'une gestion de crise. Et donc, ces cellules peuvent apporter une première expertise aux décideurs locaux, généralement à destination directement du directeur général de l'ARS, dont les services participent le plus souvent aux cellules de crise en préfecture, hein, les centres opérationnels départementaux, les COD, mais il peut arriver parfois que les équipes de Santé publique France en région aient un contact également direct avec le préfet ou ses services. Pour vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement, dans une de mes précédentes affectations, un établissement industriel, plus précisément une entreprise de sidérurgie qui était implantée au cœur même d'une petite ville, une ville de 3500 habitants, construit historiquement autour de l'usine, puisque à l'époque, la conscience des risques, notamment des risques environnementaux, était moindre qu'elle ne peut l'être actuellement, et c'est bien heureux ainsi qu'elle le soit de manière plus approfondie actuellement. Et une crise latente entre les riverains, l'entreprise et les pouvoirs publics par rapport à des rejets de matières dangereuses et à des stockages de matières dangereuses, des résidus de la production, ce qu'on appelait un crassier. Mais les équipes de Santé publique France sont venues en soutien des équipes de la préfecture et de votre serviteur aujourd'hui pour présenter aux riverains des résultats d'études quantitatives de risques sanitaires et leur présenter les scénarios dans lesquels l'impact minime pourrait être éventuellement engagé. Voilà, c'est un exemple d'intervention que l'on peut faire au niveau régional. Et bien entendu, les cellules régionales peuvent s'appuyer sur les services de la direction au siège qui peuvent apporter une expertise supplémentaire. On a une direction qui est spécifique sur les données santé-environnement travail, santé-environnement en tout cas. Donc, c'est la direction vers laquelle on va assez naturellement, mais d'autres directions peuvent également contribuer. La direction de l'appui, du traitement et des analyses de données, par exemple, ou la direction de la prévention et de la promotion de la santé. Donc, on essaye d'avoir une vision transversale sur le sujet et d'apporter l'ensemble de notre expertise. Et au sein de ce dispositif, ma direction joue un rôle un petit peu singulier parce qu'elle est le point focal de l'alerte. Donc, en principe, tout signalement arrive par ma direction. La direction l'analyse et la transmet en interne aux services qui sont compétents. Et en sortie, ma direction est également le point de sortie de l'agence, de sorte qu'on peut historiser l'ensemble de nos actions sur un signalement ou une crise qui nous a été signalée. Et c'est aussi ma direction qui est en lien plus étroit avec le CORUS, donc le Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales du ministère des Solidarités et de la Santé, ou dans le cadre de la crise, par exemple, qu'on traverse actuellement, la crise Covid, avec le centre de crise sanitaire lorsqu'il est activé. Et chaque jour, nous éditons ce qu'on appelle le bulletin quotidien des alertes, qui retrace à l'échelle nationale l'ensemble des signalements qui peuvent avoir un impact sur la santé. Et dans ces signalements, il peut y avoir des faits générateurs liés à l'environnement, bien évidemment. Et donc, Santé publique France, qui est un opérateur, un établissement public, apporte son expertise au ministère des Solidarités et de la Santé. On n'a pas vocation à participer directement aux cellules de crise ministérielles ou interministérielles, mais à la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, on peut participer conjointement avec ces équipes. Et ce qu'il est important de distinguer, Sylvain Chaumette a abordé la question tout à l'heure, c'est qu'il faut bien distinguer ce qu'on peut faire en termes d'appui technique, scientifique, de la prise de décision. Voilà, Santé publique France est rarement, voire pratiquement jamais, en situation de prise de décision directe.
elle apporte un conseil, un appui au décideur. Et ce décideur, généralement, c'est le préfet parce qu'il est au niveau territorial. C'est sa vocation au niveau territorial que de gérer ce type de situation, ou auprès de l'échelon central, au ministère des Solidarités et de la Santé. Un exemple pour montrer également ce que ça peut donner au niveau local. Lorsque j'étais affecté dans le département de la Drôme, j'exerçais des fonctions de directeur de cabinet. Et puis, un jour, on a eu un accident industriel. Une entreprise utilisant des produits chimiques a connu un incendie accidentel. Un incendie qui a été assez rapidement maîtrisé, mais qui dégageait une fumée noire qui était visible à plusieurs kilomètres. Et c'était un jour de très beau temps, avec une très bonne visibilité, qui assurait du coup une bonne visibilité au panache très très loin. Et donc, en fait, sur cette crise, on a eu plusieurs enjeux simultanés à résoudre. La sécurisation rapide du site pour maîtriser l'incendie, pour établir un périmètre de sécurité. La protection des populations, fallait-il prendre des mesures conservatoires? Exemple, restez chez vous, calfeutrez-vous, ou au contraire, évacuez la zone, etc. Et c'est là où le décideur a besoin d'éléments d'analyse et dans des délais assez rapides, parce que la cinétique peut être rapide, et également un enjeu de communication, parce que forcément la fumée se voyait, et donc il fallait, au-delà du cercle immédiat, apporter une réponse plus générale à la population pour éviter des mouvements de panique ou des interrogations. Et en fait, la décision qui va être prise de prendre telle ou telle mesure va prendre en compte plusieurs facteurs, dont l'expertise qui a été apportée par les différentes structures. Et une des difficultés qu'il peut y avoir sur ce type de crise, et je vais me permettre juste d'afficher une diapositive, c'est que sur une crise qui peut avoir un impact sur la santé, en fait, nous allons avoir deux chaînes de gestion de crise qui vont exister de manière parallèle. La chaîne préfectorale, que vous voyez à gauche de l'écran en bleu, avec le niveau départemental et le niveau zonal, lorsque plusieurs départements sont concernés par l'incident. Ça peut être, par exemple, 2 départements frontaliers sur une entreprise qui dégage des produits chimiques, ou bien évidemment sur un incident de type nucléaire. Et puis sur la partie droite, vous avez la branche santé en rouge, avec en son sein, en fait, deux dispositifs qui peuvent coexister. Le dispositif Agence régionale de santé, avec un parallèle par rapport à la chaîne préfectorale, ARS en lien avec le préfet de département, l'ARS de zone avec la préfecture de zone, des échanges avec la Direction générale de la santé et le Corus ou le CCS. Et puis à côté, dans cette chaîne de santé, vous avez également la contribution Santé publique France, avec les antennes de Santé publique France en région auprès des ARS, et au niveau central, Santé publique France direction, avec le point focal de l'alerte. Et donc l'enjeu, en fait, quand on a une double chaîne de gestion de crise, qui est normal, hein, chacun dans son rôle, sachant que les décisions au niveau local seront prises par le préfet, c'est de s'assurer de la bonne circulation de l'information, de la réactivité des différentes chaînes et de la coordination des actions, pour éviter que les informations ou les actions soient prises de manière décalée par l'une ou l'autre de ces chaînes. Et donc, ce qui va fortement jouer dans la gestion d'une crise en santé et en environnement, c'est la cinétique de la crise et la sensibilisation qui a pu être faite en amont en fonction du type de risque. Un exemple, les riverains auprès d'une centrale nucléaire, le risque nucléaire est bien documenté. Des exercices sont régulièrement menés, mais pour autant, on note une faible participation de la population à ces exercices, ou des quantités de retrait de comprimés d'iode en pharmacie qui restent très inférieures aux prévisions. Donc voilà, est-ce que tout cela est bien assimilé?
Et donc, il revient à l'autorité locale d'appréhender en fait l'acceptabilité des différentes mesures. Pour conclure sur la phase de sidération et sa sortie, puisque c'était aussi l'un des objets de notre table ronde, moi je distinguerais 2 cas de figure. Les acteurs de la gestion de crise, et j'y associe, quand je parle d'acteurs, les opérateurs qui ont une responsabilité propre et les collectivités territoriales du reste de la population. Les acteurs de la gestion de crise, normalement, le risque de sidération est en principe réduit parce qu'on a anticipé, on a préparé un certain nombre de plans de gestion de crise. C'est tout l'intérêt de la phase de planification. Et dans les plans, généralement, il y a des fiches réflexes qui permettent à un opérateur, à un intervenant, très rapidement de se poser les bonnes questions dans les toutes premières minutes, le temps de mieux analyser la situation et de ne pas commettre d'impair et de proposer les mesures qui sont les plus appropriées. Et puis à côté de cette planification, on a la réalisation des exercices. Et ça, c'est un point fondamental si on veut acquérir des automatismes et développer des relations interpersonnelles qui ensuite sont utiles, parce qu'au niveau territorial et même au niveau central, en fait, les personnes qui gèrent une crise, ce sont toujours les mêmes. Et donc, au bout d'un moment, on connaît nos modes de fonctionnement et on agit beaucoup plus facilement. Risque de sidération qui est amoindri, mais qui continue à exister, parce que même si on est préparé, on peut être surpris par l'intensité de la crise, par le déroulé des événements qui n'est pas tout à fait conforme à celui qu'on avait anticipé, de son caractère plus ou moins prévu. Quand on a une alerte météo bien en amont, voilà, on peut se préparer. Quand on a un incident plus impromptu du style un accident sur un TMD, transport de matière dangereuse qu'évoquait Sylvain Chaumette, ben on n'est pas du tout dans le même degré de préparation. Donc c'est cette combinaison-là qui explique parfois le délai un petit peu de latence, de réaction et de mise en place de la gestion de crise. À côté de cela, si on parle plus généralement de la population, le risque de sidération est beaucoup plus fort. Et là, l'enjeu, pourtant c'est un enjeu majeur, hein, le comportement de la population, parce qu'il va faciliter ou au contraire compliquer la gestion de crise. Si on dit à la population restez chez vous et que tout le monde se met sur les routes, voilà, on peut limiter l'impact des mesures qui sont prévues dans les plans, qui prévoient l'acheminement de renforts ou de matériel sur la zone considérée. Et donc tout l'enjeu du côté de la population, ce sont les campagnes d'information. Et force est de constater qu'elles ont tendance à se développer pour mieux informer en amont, pour essayer d'utiliser un maximum de supports pour toucher la population la plus large, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui n'y sont pas, ceux qui manient Internet, ceux qui le manient moins, ceux qui sont plus sensibles à une communication via la presse quotidienne régionale. Voilà, on essaye de multiplier les supports pour expliquer tout cela. Une des faiblesses, me semble-t-il, qui reste au niveau français, mais qui n'est pas propre au seul État français, c'est la participation aux exercices. Et là, je fais référence, par exemple, à ce qui peut être fait par rapport au risque cyclonique. Voilà, quand on compare ce qui peut se passer, par exemple, dans des États comme le Japon, on voit un état de préparation de la population qui est beaucoup plus abouti, avec des réflexes qui se mettent rapidement en place. Quand on essaie de réaliser ce type d'exercice, y compris dans nos territoires d'outre-mer qui sont bien évidemment plus soumis aux risques cycloniques que d'autres, on a une participation qui est moindre. Voilà. Et ça, c'est une illustration du chemin qui nous reste à parcourir pour avoir une organisation plus résiliente. Voilà en quelques mots un partage d'expérience sur ces sujets de crise liés notamment aux facteurs environnement. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez cette fois. Très bien. On s'est Donc permis effectivement, d'enchaîner du coup. oui, oui, heureusement. Effectivement, on voit pas beaucoup, effectivement, au niveau français d'exercices de crise impliquant la population,
je pense que la population n'est pas tellement, rompue à ce genre d'exercice et cela peut entraîner des défaillances que, question à monsieur Chaumet tout à l'heure, c'est effectivement quand vous avez dit que vous aviez un réseau, de partenaires, mais je pense que ces partenaires ne sont pas, là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, est-ce qu'il arrive des moments, où vous êtes un petit peu en panne pour, répondre à certaines questions? Alors, en fait, notre réseau de partenaires, il est multiple, mais principalement ceux, avec qui on est partenaires, on est plutôt complémentaires et ils ont des structures comme nous. C'est-à-dire ils sont 7 jours sur 7, H24. C'est-à-dire le nucléaire, l'Institut de radio, c'est l'IRSN, excusez-moi de ne pas trouver ça va être Sûreté nucléaire, je pense, qui est notre pendant, en beaucoup plus gros. Lui, effectivement, a un centre technique de crise qui est l'équivalent de la CASU, avec beaucoup plus de possibilités aussi, comme il peut envoyer des personnes sur le terrain. Ils ont des gens en région qu'on n'a pas. Donc on a des gens qui sont un peu comme nous. Nos partenaires, c'est aussi le CEDRE qui s'occupe de la pollution aquatique et en mer. Donc là aussi, c'est pareil, ils ont une astreinte à 7 jours sur 7. Donc on a plutôt des partenaires qui sont en astreinte 7 jours sur 7. Le réseau Transat, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des gens qui aussi sont, là, c'est des industriels qui sont regroupés au sein de France Chimie pour répondre à des problématiques risques transport dangereuses. Là aussi, ils ont des astreintes 7 jours sur 7. Donc c'est plutôt des partenaires qui sont d'astreinte 7 jours sur 7. On est en lien avec les cellules de veille ou de crise du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'écologie. Donc pareil, là aussi, 7 jours sur 7, H24, sachant que la CASU a une particularité, c'est que l'INERIS, dont est issue la CASU, dépend intégralement du ministère de la Transition écologique, alors que la CASU, les textes qui légifèrent la CASU sont co-signés ministère de l'Intérieur, ministère de la Transition écologique. Donc on a bien une dimension multi-acteurs en termes de demandeurs. Et nous, nos demandeurs, ce sont tous les pouvoirs publics qui peuvent demander l'appui de la CASU à partir du moment où on est dans la session de la CASU. On parlait, j'en ai pas parlé beaucoup, la partie sidération en temps de crise. Alors, il faut savoir que des fois, nous, demandeurs, c'est le pompier qui est un peu tout seul, ça peut arriver, au milieu de la nuit, ou le DREAL qui est un peu tout seul au milieu de la nuit, donc l'inspecteur de la salle placée qui est un peu tout seul au milieu de la nuit, puis qui est complètement perdu. Et finalement, en appelant la CASU et en discutant avec la CASU, il ne se retrouve pas tout seul et il a un appui. Et cet appui-là lui permet justement de passer aussi la phase de sidération. Voilà, il était en panique, il ne savait pas. Et des fois, la réponse, il l'a lui, on n'apporte pas grand-chose. Ça nous arrive de ne pas apporter grand-chose. Mais ne serait-ce que la personne nous appelle et a un soutien et finalement on discute avec lui pour trouver la réponse, c'est aussi une façon de sortir de la phase de sidération. Voilà. Et nous, effectivement, ce qu'on essaie de prôner, c'est quand il y a des exercices qui sont faits au niveau des secours publics, c'est qu'ils appellent la CASU aussi pour s'habituer à travailler avec la CASU. Ça aussi, c'est aussi des histoires de confiance. Il faut savoir que nous, il n'y a pas d'obligation d'appeler la CASU. C'est le demandeur qui en émet le besoin ou qui a besoin d'appeler la CASU. Et souvent, on se rend compte que certains départements nous appellent régulièrement, d'autres beaucoup moins, que ce soit d'ailleurs les pompiers comme les DREAL. Et finalement, donc on voit qu'il y a certains endroits où finalement, on est complètement rentré dans le processus décisionnel dès que c'est un peu touchy et qu'il y a une matière dangereuse. Puis dans d'autres, il n'y a pas besoin de nous. Alors peut-être aussi parce que dans certains départements, il y a plus d'experts risques chimiques côté pompiers, par exemple. Voilà. En tout cas, les exercices sont aussi des formidables façons aussi de voir comment on va dire entre secteurs publics, on va dire ça comme ça, on est capable de s'organiser ensemble pour avancer et pour trouver une solution. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner vers monsieur Hirschi pour avoir, l'expérience suisse, en fait. Donc, vous êtes, vous êtes commandant au sein de l'organisation de protection civile des montagnes neuchâteloises et vous allez nous présenter l'organisation suisse pour sortir de cette phase de sidération. Bien volontiers, merci, bonjour à tous. Donc, dans le but de sortir le plus rapidement possible de la phase de sidération qui est connue en Suisse sous le nom de phase de chaos, il a été mis en place un système qui compte 3 niveaux de conduite qui sont présentés ici sur ma gauche. L'objectif de ces différents niveaux est de prendre les décisions en connaissance de cause et en fonction des compétences de chacun, notamment en termes de pouvoir face à l'autorité. Le premier échelon, l'échelon stratégique, est l'échelon qui porte la responsabilité globale de l'opération. Cet échelon fixe les objectifs stratégiques et règle les conditions cadres de l'opération, c'est-à-dire notamment les aspects juridiques liés à la communication, aux finances, aux relations et aux décisions politiques. Les personnes qui composent cet échelon sont en principe issues des autorités politiques.
Il est évident qu'ils peuvent s'entourer de spécialistes suivant la situation. En revanche, la décision finale leur appartient. Le deuxième échelon, l'échelon opérationnel, a lui la responsabilité de coordination. Cet échelon règle la coordination générale, c'est-à-dire agit en tant qu'interface entre les échelons et les différentes entités dans le terrain. Il transpose les décisions définies par l'échelon stratégique en concept et en plan. Il appuie les autres échelons lorsque cela s'avère nécessaire. Pour cet échelon, les personnes impliquées sont des chefs de service des entités étatiques concernées par la situation ou des spécialistes techniques. Par exemple, ça peut être le chef de service des travaux publics si la crise est liée à un problème de chute de neige importante, par exemple. Ils sont réunis dans un poste de commandement à l'extérieur de la zone sinistrée. Ils connaissent tous les moyens techniques spécialisés en face à cette crise. Le troisième échelon est l'échelon tactique qui, lui, a la responsabilité globale de l'intervention. Cet échelon règle l'exécution de l'intervention, c'est-à-dire engage les ressources disponibles et met en œuvre les décisions définies par l'échelon opérationnel. Il transpose les plans en missions et mesures. Les responsables de domaine sont les intervenants sur les lieux, soit les sapeurs-pompiers, la police, les ambulanciers, la protection civile, etc. Gère son domaine d'activité et cet échelon de commandement, c'est un organe de coordination. Au niveau de l'organisation des contacts entre les différents échelons, chaque échelon de conduite effectue son travail indépendamment de son poste de commandement, mais il est clair qu'à intervalles donnés, il est organisé des rapports de coordination où prennent place non seulement des personnes directement concernées par l'échelon de conduite direct, mais également un représentant des deux autres échelons de commandement. L'objectif de cela est de remonter les demandes ou des évolutions de la maîtrise de l'événement, ainsi que de s'informer des éléments venus de l'organe supérieur. Pour assurer chaque fonction nécessaire dans ces trois échelons de commandement, il y a au moins 2 personnes qui sont capables d'assumer le rôle, ceci pour garantir que la fonction soit occupée, et ce, sans service de piquet, et afin de pouvoir garantir une tenue sur la durée. C'est des échelons qui sont capables, qui fonctionnent 7 jours sur 7, H24. La formation, très importante. L'ensemble des personnes concernées est formé et s'entraîne régulièrement. L'objectif de ces formations sont entre autres, de connaître les compétences de chacun, de connaître et d'uniformiser les processus de travail afin que chacun parle le même langage, d'acquérir des compétences en matière de gestion de situations de crise diverses. Tout cela, évidemment, dans l'objectif général de gagner du temps et d'éviter le stress lors d'interventions extraordinaires qui, heureusement, n'arrivent pas tous les jours. Ces formations se déroulent soit sous forme d'instructions formelles, ce qui permet à chacun d'acquérir les processus, les contenus des documents, soit sous forme d'exercices de mise en situation. Pour ce faire, il y a au moins un exercice annuel. Les thèmes et les scénarios de ces exercices sont choisis en fonction d'un catalogue des risques. Ce catalogue est établi en fonction des dangers naturels, techniques ou sociétaux. Une fois les dangers identifiés, ils sont classifiés en 3 catégories d'intensité, de faible importance ou majeure. De là, des planifications de gestion des risques sont établies. Il s'agit bien évidemment de planifications de base globale qui doivent être précisées selon la situation de crise. Certains exercices restent au niveau des planifications, d'autres engagent des forces d'intervention et la population directement dans le terrain. Cette manière de faire exerce également la notion de temps. Concrètement, le dernier exercice a eu lieu en 2019. On était bloqué par la crise Covid. Le thème en 2019, c'était des actes terroristes où les terroristes utilisaient des agents sales, notamment radioactifs. Là, la population a également été impliquée. Jusqu'à 1200 personnes ont dû être évacuées de certaines zones. Le prochain exercice est prévu l'année prochaine, en 2022. Le thème, ça va être le blackout. J'en sais pas plus, je serai également exercé. Voilà. Il existe des exercices sur le plan régional aussi qui comprennent les services de secours, mais également la population, tels que accidents routiers de grande ampleur. On a eu fait des accidents d'autocars avec plus de 100 personnes
blessés et tout ça, également des fuites sur des oléoducs. Voilà en quelques mots vraiment la base de la conduite de crise au niveau suisse, ce qui nous permet de sortir un petit peu de la phase de sidération relativement rapidement. Merci beaucoup pour cette vue de votre organisation. Est-ce que vous avez des cas concrets à nous proposer, à nous... Alors, volontiers, je vais en prendre deux. Le premier étant la pandémie qui nous occupe, qu'on soit suisse, français ou je pense de n'importe quel pays sur cette planète. Dans ce cas, le premier échelon qui a été impliqué au départ est l'échelon stratégique. Donc, on est parti d'en haut car il s'agissait d'un événement planifiable. On a eu un petit peu de temps pour le voir venir. De ce fait, l'échelon stratégique, qui est composé des autorités politiques exécutives, a fait des travaux et a sorti certains produits de base qui sont notamment les crédits financiers supplémentaires qui nous ont été alloués, les intentions générales pour gérer la crise, qui étaient en tout cas pour la Suisse d'éviter la surcharge des hôpitaux, plus particulièrement des soins intensifs, et garantir la continuité des services de base de l'État. Quand on parle de services de base de l'État, c'est l'enlèvement des ordures, par exemple, le déneigement, garantir les services de secours d'urgence, etc. Un autre produit qui a été réalisé à cet échelon, c'était la rédaction des actes législatifs, lois et tout ce genre d'actes en relation avec des mesures de restriction imposées à la population afin d'endiguer la pandémie. Ensuite, l'échelon d'en dessous, l'échelon opérationnel, a quant à lui transposé les directives de l'échelon supérieur en planification opérationnelle. Quelques exemples de planification. Planifier la surveillance du respect des restrictions, notamment en clarifiant le fait de qui le fait et quand on le fait et comment, dans quelles conditions. De planifier différentes coordinations entre plusieurs services au besoin. Si on reprend l'exemple du respect, par exemple, de la fermeture des restaurants, en Suisse, c'est le service de la consommation qui a acte là-dessus, mais la police a aidé à faire respecter ces différents éléments. L'échelon opérationnel a également fixé les critères et les seuils d'alerte du taux de remplissage des hôpitaux pour peut-être encourager le niveau d'en dessus à prendre d'autres éléments et également coordonner les différents services qui ont une fonction de base afin de compléter les effectifs d'un service en manque de personnel qui aurait pu être infecté par la Covid. L'échelon tactique, quant à lui, donc l'échelon le plus bas, a quant à lui conduit le personnel dans son domaine en veillant à garantir ses missions en cas de manque de personnel ou de surcharge de travail et a pu demander des renforts à l'étage supérieur. Un exemple vraiment, l'échelon tactique peut-être dans les hôpitaux, ils ont pu demander des renforts, que ce soit des renforts civils ou des renforts militaires, depuis l'échelon opérationnel. Un deuxième exemple qui se passe à l'inverse, c'est un événement extraordinaire et surtout inopiné. C'est un orage qui s'est abattu au mois de juillet ici, tout près d'où je suis stationné, sur un village d'environ 3000 habitants. Ça a détruit l'ensemble des canalisations d'eau propre, d'eau sale, coupé l'électricité et les voies de communication. Dans certaines rues, l'eau atteignait 3 mètres. Par conséquent, beaucoup de gens ont dû être secourus alors que des autres étaient bloqués chez eux. Dans ce cas, les échelons de conduite, c'est l'inverse de ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est parti d'en bas pour monter. Le premier échelon à être mis sur pied a été l'échelon tactique. En effet, ce sont les sapeurs-pompiers qui ont été alarmés les premiers. Après des reconnaissances, au vu de l'importance de la situation, il était décidé de monter en puissance en déclenchant l'échelon opérationnel et l'échelon stratégique. Les raisons de la mise sur pied des échelons supérieurs résident dans le fait que les besoins dépassent les moyens régionaux et requièrent dès lors un processus de validation. Les besoins dans ce cadre-là étaient entre autres des pelleteuses, besoins de pelleteuses et de camions, et des besoins de spécialistes pour rétablir l'électricité, rétablir les canalisations, etc. Il y avait également un besoin de prise en charge psychologique important pour les sinistrés. Donc, dans ce cas, l'échelon opérationnel va planifier les besoins de l'échelon inférieur et pour ce faire, il faudra des bases financières
notamment qui sont de la compétence de l'échelon stratégique pour sa mise sur pied. Donc voilà deux exemples d'éléments qui montrent l'utilité de ces 3 échelons. Et avec ces 3 systèmes et beaucoup de formations, je pense que la Suisse est prête à gérer des crises de différentes ampleurs et d'éviter cette phase de sidération qui nous empêche un petit peu d'être efficace, d'être productif. Voilà un petit peu ce que je voulais vous exposer cet après-midi. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ce qui a été dit par les intervenants précédents, Monsieur Chaumette et Monsieur Costaglioli, vous pensez qu'en Suisse, vous faites intervenir la population plus fréquemment qu'en France, par exemple? Alors, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais il semblerait que oui. La population est toutes les années impactée dans des exercices. Et la population arrive à jouer le jeu. Je pense qu'il y a une sensibilisation quant aux risques qui sont relativement simples de manière en tout cas industrielle. On a une raffinerie dans notre région. Par exemple, les gens sont tout à fait au clair des risques et tout ça. Peut-être que des risques chimiques ou radioactifs, ça serait peut-être un petit peu plus difficile à mon avis parce que c'est des risques que la population n'arrive pas à comprendre qu'ils en font partie. Peut-être que Monsieur Chaumette ou Monsieur Costaglioli, vous avez des questions à Monsieur Hirschi sur la manière dont la Suisse organise sa réponse aux situations de crise? Oui, j'en ai une. En France, on voit qu'il y a pas mal d'expertise autour des pouvoirs publics qui peuvent, et d'ailleurs, les pouvoirs publics ont aussi des experts chimiques, hein. Globalement, j'aurais pu présenter le même type de schéma que nous a présenté Stéphane tout à l'heure. C'est finalement, quand on est sur une installation industrielle, vous avez des experts côté pompiers, il y a des experts risques chimiques de différents niveaux, des cellules d'ailleurs d'intervention risque chimique au niveau des pompiers, et vous avez aussi des experts chimiques au niveau des DREAL, donc des inspecteurs d'installation classée, qui peuvent venir en appui au préfet. Et nous, finalement, je ne vais pas dire qu'on est un super expert, je ne vais pas sortir la cape, mais quelque part, effectivement, on arrive souvent, nous, quand il n'y a plus vraiment de réponse au niveau des experts, et on est un peu le super expert qui intervient pour appuyer un peu quand vraiment on ne trouve pas de solution ou qu'on a besoin d'un avis complémentaire ou en parallèle pour être sûr qu'on ne va pas faire de bêtises, grosso modo. Et est-ce qu'il y a les mêmes types d'expertise côté suisse, en fait? Alors, on peut les avoir, oui. Donc, il est bien clair qu'il y a des spécialistes régionaux, des experts régionaux. Et pour prendre un cas peut-être radiologique, dans l'échelon opérationnel, on a une centrale suisse, je ne sais pas si vous connaissez, qui se trouve à Spitz, qui est vraiment spécialisée là-dedans. Et je pense que c'est un petit peu votre équivalent au niveau suisse, mais on peut les contacter. Ils sont également des services de piquet H24. Donc ça, c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle en Suisse la montée en puissance. Donc quand les moyens régionaux, voire cantonaux, n'arrivent pas à trouver les réponses, on va monter à des experts fédéraux, donc vraiment au niveau suisse. On voit bien hein, au travers de la présentation du commandant Hirschi qu'on a quand même des organisations qui, sous réserve des particularités propres à chaque pays, se ressemblent. C'est-à-dire notamment le principe qu'il vient d'évoquer d'escalade, c'est-à-dire une sorte de construction un peu pyramidale où on se base sur l'échelon de base qui peut être différent en fonction de chaque pays. Nous, c'est le département. La Suisse, si j'ai bien compris, c'est plutôt le canton. Mais avec cette procédure, en fait, où on peut appeler des renforts régionaux ou zonaux en appui, et puis une structure, un échelon stratégique qui est plus souvent basé au niveau national. Donc, on voit une similitude dans les principes d'organisation, ce qui peut-être apparaît le plus différent. Comme ça, hein, au vu des échanges que nous avons aujourd'hui, de la connaissance qu'on peut avoir de nos organisations, c'est peut-être dans la pratique justement des exercices qui sont peut-être plus intenses ou plus réguliers chez nos amis suisses qu'on ne peut le faire chez nous. Et peut-être que c'est lié aussi à une forme de culture où voilà, les exercices, on considérait qu'on était sur certains sujets, sur des sujets un peu sensibles.
Et donc il valait mieux pas trop en parler. Ça peut être un facteur d'explication. Mais même quand des outils existent, pour vous donner une idée, pour illustrer le propos, chaque premier jeudi du mois, on a les sirènes de la sécurité civile qui retentissent dans nos villes. Combien de personnes font vraiment attention à ce bruit de sirène? Et s'il ne se produisait pas, s'il se produisait un autre jour que le jour prévu, quelle serait l'attitude de nos concitoyens? Moi, j'en suis pas sûr, parce que normalement, le réflexe, ça serait de rentrer chez soi et de se mettre sur les chaînes d'information publiques, qu'elles soient radio ou télévision, et d'attendre les consignes des autorités. Je ne suis pas sûr, sincèrement, que si on faisait le test un autre jour de la semaine, de manière impromptue, on ait beaucoup de personnes qui aient ce réflexe-là. Et pour moi, voilà, c'est véritablement l'enjeu dans l'acculturation à la gestion du risque que l'on a dans notre société, qui ne manque pas de moyens de communication, où tout le monde demande à être plus impliqué et à participer davantage. On entend beaucoup de choses sur la démocratie participative, la participation au processus, etc. Mais où, quand on passe au concret, on a parfois un peu de difficulté. Et quand on arrive à créer des structures de concertation, etc., notamment par rapport à certains sites sensibles, on crée parfois des commissions consultatives de suivi, des CCS, pour impliquer les parties prenantes, dont la population et l'exploitant. Mais on se rend compte que dans les représentants de la population, ce sont plutôt majoritairement des opposants à l'installation qui s'impliquent. Moins le citoyen, entre guillemets, classique, curieux, qui se dit « j'ai pas de parti pris, je sais que ça existe à côté de chez moi, je viens me renseigner sur les risques et les attitudes à aborder ». Et est-ce que le collègue de Suisse, le commandant Hirschi, pourrait nous dire comment est-ce qu'il existe des structures qui, justement, intègrent ou essayent d'impliquer la population de manière organisée en Suisse? Alors, la population est intégrée, donc au niveau de la formation, c'est sur base volontaire, ou alors on peut les avoir par surprise. On a également un système d'alarme de la population par sirène, où là, on a, je pense, le 75% de la population qui répond, contrairement à ce que vous dites. Après, ben voilà, il y a toujours des récalcitrants partout, évidemment. Et un exercice s'est passé dans le canton du Valais, où il y a beaucoup de barrages hydroélectriques. Ils ont fait sonner les sirènes dans une commune de 8000 habitants, où il y a eu 7400 personnes qui ont joué le jeu réel d'évacuer chez eux. Donc, il n'y a pas besoin actuellement de cellules comme ça, de surveillance ou d'encourager la population. Par contre, à tout moment, la population est informée justement des sirènes, des comportements à avoir, ou bien quand on passe dans la rue avec des sirènes pour évacuer par exemple des quartiers, des choses comme ça, en principe, c'est bien suivi. Je crois que le peuple suisse est relativement docile, si j'ose dire ça comme ça, ce qui est une chance pour nous. Moi, j'ai une question parce que finalement, ces exercices ont pour but de familiariser un petit peu et de donner des réflexes aux personnes pour pouvoir gérer la crise correctement. Mais finalement, si on est dans un scénario qui est quand même connu, malgré tout, alors ça va donner des réflexes aux personnes, aux populations. Mais on reste dans un scénario connu avec une phase de sidération qui est normalement assez restreinte puisque justement c'est un scénario connu. Est-ce que comment s'établissent ces scénarios de ces exercices de crise, finalement? Alors, à notre niveau, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un catalogue des dangers qui a été établi par région, parce que je veux dire, topographiquement, la Suisse est très différente. Et de par l'analyse de ces risques et dangers, ensuite, la gestion de crise est déjà plus ou moins planifiée. Et puis,
de ça, on tire des scénarios qu'on met au niveau du régional ou au niveau cantonal ou au niveau fédéral que l'on veut entraîner. C'est vraiment par rapport aux risques régionaux identifiés. Ce qui est fait en France, pour compléter, en tout cas sur la partie que j'ai pu voir en préfecture, c'est que souvent, comme normalement, on fait systématiquement un rétex sur Oui. chaque épisode de gestion de crise qui a entraîné l'agrément du centre opérationnel départemental. Et on se sert le plus souvent de ces exemples réels de crise gérée pour servir ensuite plus tard de scénarii ou sur des exercices. Voilà, on a cette matière-là quand on agit au niveau local, avec des travaux qui sont souvent supervisés par l'état-major zonal pour essayer d'apporter de la mutualisation et des échanges entre les départements au sein d'une même zone. Et il nous arrive également, et là, si je prends ma casquette Santé publique France cette fois-ci, la semaine dernière, presque une semaine jour pour jour, on était en exercice de gestion de crise et sur la base d'un scénario auquel je n'avais pas accès, comme la direction générale ou comme la plupart des acteurs au sein de Santé publique France, puisqu'on a confié l'élaboration du scénario à un prestataire, aidé de 2 ou 3 personnes de Santé publique France qui, du coup, n'ont pas joué dans l'exercice parce qu'elles étaient du côté de ceux qui avaient élaboré le scénario pour le rendre crédible pour l'agence Santé publique France. Et donc, du coup, à ce moment-là, l'effet de sidération peut être encore plus important. Le collègue évoquait tout à l'heure le blackout en disant qu'il ne savait pas ce que ça serait, mais on lui avait annoncé que ce serait ce thème-là lors d'un prochain exercice. Nous, la semaine dernière, le blackout, c'était une cyberattaque. Tous les réseaux sont coupés. Il ne nous reste plus, comme seul moyen de communiquer, que le téléphone fixe et le téléphone portable. Et aucun accès aux bases documentaires, aucun accès aux mails, presque aucun accès à Internet, etc. Voilà, ça c'est un type d'exercice où la phase de sidération peut être plus intéressante parce que plus intense. Donc, en fait, ce sont des scénarios qui effectivement dont les personnes qui vont jouer ce scénario n'ont pas forcément, connaissance et heureusement du scénario. Mais est-ce que ces scénarios ont, par exemple, des limites qui sont, un petit peu, qui dépassent un petit peu les scénarios habituels ou qui prennent en compte plusieurs risques, les uns avec les autres qui permettent justement de jouer peut-être un petit peu plus loin ou dans l'inconnu? La plupart du temps, la limite des exercices, c'est qu'ils sont souvent, comme on appelle dans notre jargon, en temps compressé ou avec des conventions d'exercice. C'est-à-dire que un événement qui normalement serait géré sur 2 ou 3 jours, pour des raisons de mobilisation des acteurs et parce que la vie quotidienne continue par ailleurs, on évite de les mobiliser trop longtemps sur un exercice et donc on décide de faire en une journée ce qu'on ferait normalement sur 2 jours. Donc du coup, les événements s'enchaînent beaucoup plus rapidement, on a moins de temps pour analyser la situation, prendre des décisions et tout se passe en termes assez accélérés. Voilà, ça peut être une des limites de l'exercice, mais qui est connue, mais qui n'est pas non plus complètement inutile, parce que ça peut être une préparation à des crises qui peuvent être à cinétique très très rapide, sur lesquelles en fait vous n'avez même pas le temps de gréer la cellule de crise, que la crise a déjà eu de nombreux développements sur le terrain. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'exercice où on court un petit peu après le temps, même si on sait que souvent c'est un peu surjoué, pour justement pousser les limites de nos organisations et voir comment est-ce qu'on peut s'adapter. Il y a une question dans le chat de Souheila Crèche qui dit qu'en Suisse, les Suisses font régulièrement un stage militaire annuel, biannuel. Est-ce que cela ne contribue pas à une forme de sensibilisation de la population?
Alors, ça peut aussi jouer un rôle. C'est clair que la population nous voit souvent en exercice, que ce soit militaire ou civil, nous voit régulièrement en exercice et se pose la question justement de l'utilité de ça, ce qui nous facilite peut-être l'intégration justement de la population dans des exercices de grande ampleur, ça c'est évident. Français, vous comprendrez bien que je ne m'exprimerai pas sur le sujet latent qu'il peut y avoir derrière par rapport au service national ou au service militaire, puisque ça, c'est une décision qui relève de l'autorité politique et l'ancien représentant de l'État que je suis sur les territoires a une obligation de réserve sur le sujet. Mais même sans penser à ce type de dispositif, on a quand même un certain nombre de jeunes, notamment, puisque c'est la classe d'âge qui peut être intéressée en termes de préparation, d'éducation, dans une approche progressive. On a des dispositifs qui existent où ce type d'approche pourrait être initié. Les jeunes volontaires en service civique, par exemple, ceux qui s'engagent dans le service national universel, le SNU, ou tout simplement, j'évoquais dans ma présentation l'exemple du Japon, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les écoles au Japon. Donc sans passer nécessairement par la case stage ou service national tel qu'on l'a pu le connaître en France il y a maintenant plusieurs années. Donc voilà, il y a les outils et puis il y a l'esprit. Je pense que si l'objectif est clairement défini, affirmé, on doit pouvoir trouver les vecteurs qui permettent de faciliter cette appropriation par notre population. Effectivement, population, en tant que maman, il y a j'ai guère que sur mes enfants que je vois effectivement ces exercices de crise dans le cadre des PPMS qu'ils font dans les établissements scolaires. On arrive au terme de cette table ronde. Est-ce que vous avez les uns et les autres, vous voulez dire un mot de conclusion avant qu'on Monsieur Chaumette peut-être? En fait, donc oui, un petit peu effectivement, donc nous, on participe aux exercices que font les pouvoirs publics et je pense qu'aujourd'hui les exercices, finalement, sont intéressants d'un point de vue tactique, je pense, souvent, sur le terrain. Je suis pas sûr qu'au niveau stratégique, ils soient souvent super pertinents vu les exercices qu'on voit passer. Ça, c'est un point qui est pas négligeable. On voit souvent des exercices qui sont issus des plans, déjà prévus. Donc on est sur le prévisible. Ou ce qui est prévu. Donc forcément, ça limite ce qui n'est pas prévu. Enfin, si je prends l'exemple de Fukushima, c'est le nucléaire, hein, je suis désolé, mais celui-là, il parle à tout le monde. Qui a prévu que la vague elle allait dépasser la conception des installations? Pour autant, derrière, la crise, il faut la gérer, parce que voilà, on a bien quelque chose qui se passe. Donc il y a quand même, c'est un peu la problématique des exercices. Et l'autre problématique des exercices, c'est que ça se passe souvent en journée, pendant les heures ouvrées. Et là, c'est un autre problème, parce que nous, on travaille à 24, 7 jours sur 7, nous aussi, hein, on ne fait pas d'exercice le week-end, etc. Mais des fois, on se pose la question de savoir si c'est vraiment si pertinent que ça, parce qu'au final, c'est bien à ces moments-là où on est en mode dégradé complet, parce que pendant un certain temps, le gars qui est face au problème, il est tout seul, il appelle un gars qui est tout seul aussi, et finalement, quand en plus le système fonctionne, je rappelle aussi qu'on a aussi des ruptures technologiques qui ont lieu, hein. Il y a quelques années, le téléphone était fiable, aujourd'hui, il ne l'est plus. Pourquoi il est plus fiable, le téléphone, aujourd'hui? Parce qu'il passe par internet. Voilà. Nous, on le sait très bien puisque la ligne CASU, puisqu'on a une ligne d'appel téléphonique, hein, comme le 17 et cetera, ne passe pas par le réseau internet parce que justement, on sait qu'il est limité et passe par une ligne fiabilisée. Mais il n'empêche que quand on voit ce qui s'est passé, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les numéros d'urgence en France, où finalement, ils sont tombés en partie, il y a ce genre de questions qui amènent à au moins la formation, au niveau stratégique de personnes qui doivent se retrouver face à des situations qui sont inconnues. Alors, je sais qu'il y a l'école militaire qui fait des choses en termes de formation, de gestion de crise sur les hauts fonctionnaires, par exemple. Et je pense qu'il y a des choses effectivement à amener là-dessus sur les aspects où on va arriver à un sujet qui n'est pas prévu. Je veux dire, moi, je pense à nos amis belges et allemands où ils ont eu cet été des choses qui n'étaient pas prévues du tout, hein, des inondations formidables. Je pense qu'ils ont été certainement très critiqués dans leur pays, mais je pense que c'est pas facile parce qu'on n'est pas du tout préparé à ce genre de phénomène qui arrive alors que finalement on ne l'attendait pas du tout, ni dans l'ampleur, ni dans la période à laquelle ça arrive.
Merci, on arrive au terme. Si monsieur Costaghioli, vous vouliez dire un mot? Parce que là, on est Juste un mot bref. Moi, je pense que le facteur clé en matière de gestion de crise, c'est la confiance. Et la confiance, elle repose notamment sur la connaissance interpersonnelle. C'est-à-dire qu'il y a les organisations qui, elles, sont permanentes, mais notamment au niveau territorial, lorsque les acteurs se connaissent entre eux, connaissent leur mode de fonctionnement, comment est-ce qu'ils réagissent, et cetera, les choses n'en sont que plus facilitées. Et de ce côté-là, les exercices ont cet intérêt de mieux se connaître en amont de la crise réelle. Merci à tous, pour, votre participation à cette table ronde puisque on va passer à la table ronde suivante.